Ribeiro kaldı topun başında. İşaret geldi. Atsu kaleye doğru ve gol! Christian Atsu! 90 artı 6. Son saniyeler. Son anlar. Le gouvernement et les Ghanéens continueront à se souvenir de Christian Atsu comme de l'un des joueurs les plus engagés, les plus dévoués, les plus performants et comme d'une star du football de notre temps. Christian Atsu est décédé à l'âge de 31 ans dans le puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Il évoluait depuis septembre dernier au sein du club Tatey, basé à Antakya, proche de l'épicentre. Le joueur était alors toujours porté disparu. L'international ghanéen a évolué dans plusieurs clubs, dont Chelsea et Newcastle en Angleterre. Il avait annulé son voyage pour la France quelques heures avant le tremblement de terre. Pensée très émue pour la famille et les proches de Christian Atsu qui compte parmi les victimes du terrible tremblement de terre ayant frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. Son corps a été retrouvé ce week-end. Un de ses amis, Mohamed Kudus, a inscrit un superbe but avec l'Ajax lui aussi ce week-end et il a rendu hommage à Atsu en dévoilant un t-shirt où il y avait inscrit RIP Atsu. Voilà, c'était sous son maillot. Bon, en temps normal, vous le savez, c'est carton et on appréciera énormément même la réaction de l'arbitre qui n'a absolument pas bronché. Mohamed Kudus a affirmé après le match que l'arbitre lui avait dit qu'il y avait des choses plus importantes que le football, même si normalement c'était carton, mais il n'en a rien fait. Donc respect à monsieur l'arbitre, ça fait du bien, un peu d'humanité parfois entre les arbitres et les joueurs. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remâches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, qu'on soit mené ou dominé, tu dois marquer. Comme en Suède, un but qui fait crouler la reine, et dont toi seul as le secret pour le signer. Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Il a 90 ans, Juste Fontaine, qui est un mythe du football. Pourquoi? Parce qu'il détient toujours aujourd'hui le record du nombre de buts marqués pendant une phase finale de Coupe du Monde. 13 buts en 1958. Justo est parti avec ce record. Je pense qu'il est parti pour le détenir encore très très longtemps. Un visage, un sourire qui a fait briller le football français. Leonardo Balerdi face à Thomas Callens. Balerdi, c'est à côté. Marseille sort de la compétition. Annecy vient se qualifier au Vélodrome devant 60 000 personnes. Annecy réussit une nouvelle séance de tir au but. 3e qualification consécutive pour les Hauts-Savoyards au terme de la séance de tir au but. 7-6 face à l'Olympique de Marseille. Énorme sensation, énorme surprise. C'est ça le boulot! Kiki, y a pas que toi qui fais le taf, c'est ça le boulot! Bravo les gars! Ah, c'est une journée de boulot! C'est ça les gars! Vamos! C'est une journée de boulot, Kiki! Ça, c'est une journée de boulot, Kiki! Merci, on fait le boulot! Merci! Hein, Kiki, c'est une journée de boulot, ça! Siffle-le, Camille! Cassez-moi les tampons! J'ouvre le pied, moi! Marseille donc sorti par le 10e de Ligue 2 à l'issue de la séance de tir au but. Ça passe pas dans la presse marseillaise forcément parce qu'ils se voyaient déjà en demi-finale et peut-être aller chercher une 11e victoire en Coupe de France. La honte à la une du journal provençal. C'est l'immense désillusion. La voie royale pour le Stade de France s'est transformée en autoroute de l'enfer pour les Marseillais. Magnifique, ça aurait même pu faire mieux tant l'exploit est énorme des Annéciens. Le FCA au paradis grâce à la révolte menée par Saïm. Comme une faute professionnelle, on a raté notre chance ce soir, on a fait un non-match. Je parle même pas des pénaltys parce que un match comme ça, on doit le terminer bien avant et on doit même pas parler de pénaltys. Donc c'est tout simplement une faute professionnelle de notre part d'avoir perdu ce match ce soir. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Vous allez voir que Annecy, c'est une ville de foot. Ça y est, on est à Annecy, on vient d'arriver. Ce soir, le match contre Toulouse va être exceptionnel. Et vous voyez, il y a de la neige sur les sommets. On est une région de ski, mais pas que. On est aussi une région de foot. Et des frissons aux supporters toulousains. Saïdion, pied gauche. Le drapeau qui s'est levé
Oh, c'est terrible, c'est terrible. Ils n'ont pas compris encore Temanfo et Callens. Ils sont tous les deux assis là, comme vous les voyez. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un hors-jeu qui se passe et qui évidemment annule ce but extraordinaire de Saïd Dion. Bonjour à tous et bienvenue. Sujet assez sensible et compliqué à traiter aujourd'hui puisqu'on va évoquer ce qui s'est réellement passé à Nice avec Christophe Galtier. Lors de son passage à Nice, un mail envoyé par Julien Fournier qui était le directeur sportif à l'époque a été publié. Ce mail rapporte des propos racistes qu'aurait tenu le coach désormais du Paris Saint-Germain. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer la conférence de presse, le Paris Saint-Germain souhaite apporter quelques précisions. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Le club a communiqué. On n'ajoutera rien aujourd'hui, de toute façon. Si on pouvait se concentrer sur le match, vous avez pu constater qu'il y avait deux versions qui aujourd'hui s'affrontent. La vérité arrivera de toute façon. C'est qu'une envie, c'est donc d'apporter mon soutien à Christophe et à toute sa famille. Parce que ce qu'il est en train de vivre, lui et toute sa famille, c'est quelque chose d'horrible, terrible. Personne ne veut vivre ce qu'il est en train de vivre. Donc forcément que j'ai une pensée pour lui, je le soutiens dans ces moments-là. Puis après, par contre, je ferme ma bouche, parce qu'aujourd'hui, donc, il a porté plainte. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Moi, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que tout le monde parle, quoi. Tout le monde donne son avis. Alors moi, ce que je vais faire, je vais rien dire, voilà, simplement apporter mon soutien, dire qu'aujourd'hui, je suis de tout cœur avec toi, Christophe, avec toute ta famille. Sois costaud. Déjà, il y a un truc qui est sûr. C'est qu'on n'est pas sûr. C'est pour moi impossible de penser ça venant de sa part. Une défaite face à Valence qui passe au second plan pour le Real Madrid. Car c'est au moins la 4e fois cette saison que Vinicius Junior est visé par des chants racistes en Liga. Cette fois-ci, la star brésilienne des merengues a été traitée de singe, les insultes de trop pour son entraîneur. Ce qui s'est passé aujourd'hui s'est produit d'autres fois, mais pas comme ça. Pas comme ça, c'est inacceptable. La Ligue espagnole a un problème, ce n'est pas Vinicius. Vinicius est la victime d'un problème très sérieux. Vinicius est la victime d'un problème muy grave. Vinicius Junior pointe du doigt dans les tribunes adverses ceux qui viennent de le traiter de singe. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant brésilien est la cible d'insultes racistes. Cette fois-ci, c'est peut-être celle de trop. Après le coup de sifflet final, le joueur vide son sac sur les réseaux sociaux. Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal. La fédération aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Voilà, parce que pourquoi déjà, regarde, il lui met la tête, il vient là. Ouais, non, et là, et l'autre il le met derrière, regarde comment il le tient. Regarde comment il le tient. Regarde, duro, il le tient derrière, regarde. Il a, bien sûr, et voilà. C'est pour ça que je te dis que lui il réagisse mal. Mais Duro il mérite, bien sûr. Duro il mérite le rouge aussi. Par derrière, comme ça, c'est facile par derrière. Et même Mardashvili, il est venu. On peut penser raisonnablement que Dortmund sera champion. La logique, c'est que Dortmund sera champion. Et on ne sait jamais comment ça va se finir ces matchs-là. Je pense à Cologne, par exemple, qui n'a plus rien à espérer depuis 2 jours et qui fait quasiment ses meilleurs matchs de la saison depuis qu'ils sont sûrs d'être qualifiés et qui jouera le Bayern à la dernière journée. Mais voilà, il y a des clubs qui sont plus amis les uns que les autres. Rappelez-vous que Tourelle et Klopp venaient de Mayence. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Mayence avant d'aller au Borussia Dortmund. Je pense à différents joueurs qu'on a pu voir ces dernières saisons. Donc voilà, c'est comme
ça. Donc c'est très très favorable au Borussia Dortmund, même si ils finissent chez eux. Ils finissent chez eux. Ils sont invaincus à domicile. Non, ils ont perdu une seule rencontre. C'est la meilleure équipe du championnat à domicile. Et ils sont sur une série assez impressionnante lors des matchs retour. Ils ont perdu qu'une seule rencontre, celle qui comptait évidemment. C'était contre le Bayern Munich il y a quelques semaines, en perdant 4-2. Mais voilà, donc on a le droit de se dire aussi que c'est le Bayern qui perd ce championnat 2023 et pas forcément le Borussia Dortmund qui n'était pas le favori cette saison, un peu comme chaque année d'ailleurs. Mais voilà, en fait, on va avoir un champion normal et ça fait peut-être aussi un peu du bien à la Bundesliga. Oh, quel samedi de feu en Bundesliga. Il aura donc fallu attendre la 89e minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion d'Allemagne. Et le champion, c'est un club en crise, le FC Bayern. C'est extraordinaire ce qui s'est passé ce samedi. On n'avait pas vu ça depuis des années, évidemment. La peur de gagner, avoir les petites jambes, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières journées? C'est que celui qui pouvait gagner le titre a juste profité à chaque fois de l'erreur des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern Munich, parce que c'était une énorme surprise ce qui s'est passé évidemment au Westfalenstadion et le fait que le Borussia Dortmund ne remporte pas sa rencontre contre Mayence. Et on savait que Cologne donnerait tout pour essayer d'embêter le Bayern Munich. Rappelons qu'à la 89e minute, il y avait 1-1 entre les deux équipes et donc que le Bayern se retrouvait à un point derrière le Borussia Dortmund. Et puis on a évidemment Musiala qui était un petit peu moins bien ces dernières semaines, qui rentre et qui met un but extraordinaire à la 89e et qui donne le 11e titre à la suite du Bayern Munich. Petit bras, eh bien, la balle de match qu'ils ont eu, ils en ont eu quand même quelques-unes cette saison. Eh bien, il faut savoir la concrétiser. Ils n'ont pas réussi à le faire. On peut absolument rien leur reprocher aujourd'hui, si ce n'est le score, parce que dans la façon d'aborder la rencontre, dans la façon de gérer les moments de cette rencontre, les joueurs du BVB n'ont jamais rien lâché, sauf qu'à la fin, c'est le Bayern qui gagne. C'est le Bayern qui gagne. Ah, ce sont des moments extrêmement douloureux. Il va falloir encaisser ça en tant que joueur. Pat, vous avez connu des situations de déception intense dans votre... Liverpool or whatever. Ah, c'est beau, hein, ils étaient 11e la saison dernière après avoir été sauvés par Eddie Howe qui était arrivé, rappelez-vous, au mois de décembre quand c'était dernier du classement, quand on se demandait un peu où tout ce projet-là allait avec les propriétaires d'Arabie Saoudite, avec effectivement Steve Bruce qui est pas un bon entraîneur, mais ça on le savait avant, mais qui était en train de couler ce club, qui allait descendre, qui allait directement en Championship, en seconde division, et Eddie Howe est arrivé a remis un petit peu tout ça sur les bonnes rails. Ils ont fini 11e donc, mais un bon 11e, puisque la seconde partie de saison ils passent donc de dernier à 11e, donc tu fais déjà un sacré bond en avant. Et puis là ça va peut-être encore au-delà de toutes les attentes finalement, et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'émotions hier à St James's Park, même si c'est un 0-0 contre Leicester, ils auraient dû gagner 3 ou 4-0. How are you feeling today? Nervous. Really nervous. You're looking emotional. I am. 60 years since I started following the goal. It's in the blood. It's really in the blood. Are you confident Newcastle will get over the line? Well, we're here. It's the start of a journey. We're going. Même si tu as une certaine dynamique positive avec toi, que tu as des bonnes recrues, que tu vas chercher un Alexander Isak par exemple, sur qui tu as investi quand même pas mal d'argent, quand tu as aussi un Bruno Guimaraes qui forcément va être adapté à la première ligue, donc tu as des ambitions pour cette saison, mais est-ce que tu as vraiment l'ambition de finir 3e du classement dans une saison qui compte quand même tous les grands, tous les habituels, tous les top 6 habituels? Peut-être pas, non. Je pense que beaucoup de supporters de Newcastle auraient signé en début de saison pour une 8e place, une 7e place, allez, peut-être une 6e place pour aller accrocher une Europa League par exemple, mais 3e, je pense pas, vraiment.